Bonjour, c'est Claire Lisa. Allez, en ce mois de juin, on va étudier un peu plus qu'est-ce que c'est que la manipulation et l'emprise. Au niveau psychologique, on a déjà vu au niveau vibratoire, énergétique. Maintenant, on va redescendre dans la relation humaine et essayer de comprendre comment on peut le voir et le comprendre dans nos relations. Gagner en conscience dans nos relations pour débunker les phénomènes d'emprise, de manipulation et de perversion. Euh, on va tout de suite parler de la manipulation. Comme on l'a déjà vu, la manipulation existe dans l'humanité. Elle est en lien avec la maturité que nous avons et avec l'autonomie que nous avons. Quand nous manipulons l'autre, c'est que nous avons besoin de lui pour remplir un déficit d'énergie qu'on a nous. Alors c'est OK hein, d'avoir besoin de l'autre, donc on le lui dit. J'ai besoin de toi. Est-ce que tu es OK? J'aurais besoin d'aide. Est-ce que tu serais OK de m'aider? Oui, non. Si vous dites non, demandez à quelqu'un d'autre. Ou vous essayez de le faire toute seule et de monter en autonomie. Le manipulateur, c'est la personne qui va déguiser sa demande par une autre demande ou une autre façon de faire pour avoir à la fin ce qu'elle veut. C'est vraiment la manipulation, c'est vraiment un principe de vampirisme ou de parasitisme relationnel. Je vais utiliser l'autre à mon service, soit en le vampirisant, en lui prenant le pompa de l'énergie, de son temps, de son attention, soit en le parasitant, c'est-à-dire en m'installant en lui, dans sa vie ou chez lui, dans sa maison, dans son entreprise ou dans son couple. Et j'ai besoin et je vais m'y installer et je vais le parasite, il dit à l'autre, tu as besoin de moi pour vivre et j'ai besoin de toi pour vivre. On a besoin l'un l'autre. Donc le parasite, il s'arrange pour vous manipuler, pour vous faire croire que vous avez besoin de lui et il va passer par vos failles toujours. Hein. Comment on se fait manipuler? On se fait manipuler par nos racines, les racines de nos blessures. Qu'est-ce que fait un manipulateur? Il décode nos besoins, nos vulnérabilités, il nous fait croire qu'il va y répondre. Et à partir de ce moment-là, nous, on s'ouvre, on est trop heureux, et en fait, ensuite, il nous embarque où il veut. Une technique de manipulation efficace, c'est de vous couper de votre connexion à la Terre, de vos besoins fondamentaux, de votre clairvoyance, de vous couper de votre relation au ciel et de vous faire devenir un électron libre. Et ensuite, la personne vous dit qu'elle est la bonne personne pour vous en termes de sécurité Terre, en termes de sécurité ciel. Donc, elle vous dit que vous ne savez pas, qu'elle va vous expliquer et qu'elle est là de toute façon pour vous, dans toute la bienveillance qu'il faut, bien sûr. Dans la relation en parasitisme ou en vampirisme, on va être 100% perdant. On va donner de son énergie, l'autre va s'en servir pour lui et ne va pas en donner. Ou un petit peu dans le parasitisme pour nous faire croire que quand même, on ne va pas le mettre dehors, mais en fait, on est perdant. Alors, qui c'est qui manipule? Il y a différents niveaux de manipulation. En fait, on est tous des manipulateurs. C'est la maturité de l'enfant. Hein. L'enfant, pour avoir ce qu'il veut, parce qu'il est dépendant, il va essayer de manipuler pour avoir ce qu'il veut. Le manipulateur, c'est quelqu'un qui soit a une maturité de l'enfant et en fait est devenu une personnalité manipulatrice, c'est-à-dire qu'il s'est construit comme ça, il n'a pas grandi, et il va fonctionner dans le monde de façon tout le temps à vous charmer comme un enfant pour avoir ce qu'il veut, et à se mettre dans des états de dépendance. Ou soit c'est l'inverse, c'est quelqu'un qui a compris que vous étiez dans une immaturité affective, par exemple, ou psychologique, et il va vous prendre, vous parler comme à un enfant, et se positionner comme le sauveur, en fait. Il va vous manipuler. Nous sommes tous des manipulateurs.
Pourquoi? Parce que nous avons tous des parts en nous qui avons besoin des autres. Et ces parts-là vont manipuler. Euh, le tout est de s'en rendre compte et de changer notre façon d'être en lien avec les autres, avec la conscience, et de plutôt proposer en conscience à l'autre soit du soutien, soit exposer ses besoins et savoir est-ce que quelqu'un dans notre entourage voudrait nous aider. La relation d'aide, évidemment, est saine et OK. Ce qui est malsain, c'est d'utiliser l'autre en lui racontant autre chose. Dans les relations inconscientes, on part du principe qu'on tourne à peu près à 70% de nos relations dans la manipulation. Plus on monte en conscience, plus on va le baisser, ce chiffre, ce taux de manipulation, et on va estimer qu'on pourrait arriver à notre mieux, de notre forme, à 20%. C'est-à-dire qu'il y a toujours 20% de nous, de manière inconsciente, qui manipulent. Et ça, c'est OK, ça fait partie de la relation humaine. Il y a différentes sortes de manipulations. Je croise le facteur, je lui fais un grand bonjour, vous allez bien? Oui, oui, oui. En fait, je vais pas bien, je lui dis pas. Bon, je manipule, c'est-à-dire que je lui fais croire que je vais bien alors que je vais pas bien. C'est social. Je vais pas lui raconter mes problèmes. Donc, il y a différents types de manipulation. La conscience qu'on va émettre, c'est est-ce que je prends de l'énergie à l'autre ou est-ce que je refuse d'en recevoir? C'est toujours la même chose. Cette dynamo énergétique du cœur, donner-recevoir, elle doit circuler dans nos relations. Donc, par exemple, si je reprends l'exemple du facteur, je croise mon facteur, je vais pas bien. Il me dit bonjour, vous allez bien? Je lui dis ah non, je vais pas bien. Je l'arrête, je lui raconte toute ma vie que je vais pas bien. Je lui prends son temps, son énergie, peut-être qu'il en a rien à faire. Et, euh, et c'est pas OK en fait. Je suis un vampire énergétique à ce moment-là. Maintenant, je lui dis oui, oui, je vais bien. Oui, oui, oui. Au revoir, bien sûr. À demain. Hein. Merci. Ah, bonne journée. Hein. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que j'ai pris de l'énergie ou est-ce que j'en ai donné? Peut-être j'en ai donné. J'ai donné de l'énergie cordiale. Donc, on va développer l'intelligence relationnelle. Qu'est-ce que je vais dire? Comment je donne et je reçois, je fais circuler l'énergie. Et peut-être qu'un jour, le facteur, il va passer, puis il va me voir, je ne sais pas, je suis tombée devant ma porte d'entrée, je viens de me fouler la cheville, j'ai du mal à me relever, il va s'arrêter, il va me relever, il va m'amener chez moi, il va appeler le médecin et il va me donner, il va voir que je vais mal, il va me donner quelque chose à ce moment-là, et j'aurai besoin de lui à ce moment-là, il le fera, et je serai en confiance avec lui parce que depuis 2 ans, on se salue cordialement tous les jours devant ma porte. Donc au moment où j'ai besoin de lui, ou lui, il aurait besoin de moi, eh ben, tout de suite, la relation donner-recevoir va se mettre en route parce que la relation est saine. Donc, décoder dans nos relations les espaces vampirisants qui prennent de l'énergie ou parasitants qui prennent toute la place, qui prennent la place, qui prennent ma place, hein, qui prennent ma place. Ou dans les relations en parasitisme, je donne aussi ma place. Hein. Prends ma place. Prends ma place. Hein. Par exemple, je suis en repas de famille, je me suis assis là et quelqu'un a pris ma place et je lui dis non, c'est pas grave, je me mets ailleurs. Bon, oh, c'est peut-être pas important de se battre. Ok. Juste ailleurs, peut-être que, admettons, c'est à la table avec les enfants où il n'y a plus de place chez les adultes et je vais pas être bien. Bon, peut-être je serai très bien avec les enfants. Admettons que je suis dans une place pas agréable pour moi, où je perds. En fait, j'étais avec mes amis là-bas, avec mes cousines, mes cousins, et ça allait être cool. Et puis tout d'un coup, je suis mise de côté. J'ai laissé ma place à un parasite qui a pris ma place. Ben, la façon saine de lui dire, c'est lui dire, OK, en fait, je m'étais mis là, c'est ma place. Bon, toujours, on va essayer de sentir dans l'intelligence relationnelle, est-ce que ça vaut le coup de se battre, en fait? Est-ce que ça vaut le coup de rentrer dans notre dualité ou comment on va faire face à ce coyote pour monter en lumière et laisser la justice divine s'en occuper. Ça sera toujours la question dans notre cœur. Qu'est-ce que dit la voix de mon cœur? Je me bats ou je lâche? Peut-être que je serai super bien avec les enfants, finalement. Peut-être que ça va être super cool, en fait, pour moi. Donc, je vais écouter ce que dit mon cœur.
Donc, tout ce qui est notion de je laisse ma place, ou je prends de la place, ou il prend trop de place, ou je prends trop de place, c'est que je suis en train de parasiter ou de vampiriser. Donc ça, c'est dans nos jeux relationnels. Vous savez, dans l'analyse de la relation, ça s'appelle l'analyse transactionnelle. L'analyse transactionnelle, c'est comment, en fait, nos relations se passent, nos jeux de rôle relationnels se passent, comment démarre une relation et quels sont les jeux qui vont se jouer au niveau relationnel entre nous pour arriver à quoi. Et on observe ça, ça s'appelle l'analyse transactionnelle. Et là-dedans, on observe ce qu'on appelle les scénarios relationnels. Et vous savez, au mois de mai, je vous avais parlé des scénarios d'attachement du bébé. De ces scénarios d'attachement, qui, je vous rappelle, parlent de la sécurité du corps en lien avec l'autre, va se construire quand il va grandir, l'enfant, le scénario relationnel. En fonction de s'il est bien dans la relation, en sécurité, il va mettre en route un scénario relationnel et donc un schéma relationnel qui va répéter à l'infini suivant les situations. Il va répéter toujours le même schéma suivant les situations parce qu'il fonctionne. Ce schéma relationnel, c'est simplement un automatisme, une habitude qu'on a dans l'inconscient de rentrer en relation avec l'autre depuis tout petit. Et donc, on a des schémas relationnels qui parfois nous font souffrir quand on est à l'âge adulte. Et là, il est intéressant d'aller consulter des personnes qui travaillent avec les schémas relationnels. Et là, on est dans la schémathérapie, où il existe plusieurs schémas qu'on peut décoder et on peut regarder comment les personnes rentrent en relation et décoder de quel schéma elles souffrent, essayer de comprendre d'où ça vient et de déprogrammer la mémoire et par des jeux de rôle et de la réinformation aider la personne à changer de schéma relationnel pour rentrer dans des relations plus saines. Parce que finalement, le coyote, c'est souvent nous, il est en nous, c'est comment on s'est construit, pourquoi on s'est construit comme ça. On s'est peut-être construit avec des coyotes extérieurs, c'est-à-dire des parents, des fratries, des frères et sœurs, une famille, une société dysfonctionnelle qui a fait qu'on s'est construit de manière dysfonctionnelle et qu'ensuite on va fonctionner de manière dysfonctionnelle et que ça nous fait souffrir. Et on va avoir tendance, si on a un schéma, c'est comme un puzzle, à attirer toujours le même type de personnes parce qu'elles collent bien à notre schéma. Et donc, on va se retrouver dans des situations où on est toujours dans les mêmes types de schémas relationnels qu'on peut appeler toxiques. Et donc, à un moment, on va voir par la répétition que ça doit venir de nous et on va les consulter pour comprendre pourquoi on se retrouve toujours dans le même genre de situation. Parce que en s'étant moulé de cette façon, on ne va pas être intéressé par des gens qui ne rentrent pas dans notre moule. Donc, par exemple, si on a eu une maman ou un papa manipulateur, on va attirer à nous des manipulateurs, des personnalités manipulatrices, parce qu'on sait faire avec elles. Ça colle bien à notre schéma. Par contre, des personnalités saines, on ne les attire pas à nous parce qu'on ne sait pas faire avec. Et d'ailleurs, les personnalités saines ne seront pas attirées par nous parce que on colle bien au schéma du manipulateur. Donc, en juin, on est aussi appelé à prendre conscience de nos schémas relationnels. Par où on se fait avoir? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que moi, je manipule l'autre? Est-ce que je me manipule? Il y a beaucoup d'auto-manipulation, d'auto-emprise et d'auto-perversion, d'auto-sabotage. C'est ce qu'on appelle les auto-sabotages. Est-ce que je suis mon propre coyote? Est-ce que je suis le coyote des autres? Est-ce que l'autre est mon coyote? Un peu tout, toujours, hein. On est humble dans la relation humaine, c'est pas jamais moi qui ai raison, l'autre a tort. C'est en fait une dynamique un peu complexe due à plein de choses inconscientes et conscientes qu'on essaye d'analyser pour comprendre quand ça nous fait souffrir et pour gagner en conscience et pour petit à petit s'assainir de l'intérieur, s'assainir dans notre conscience et s'assainir dans notre façon de rentrer en relation. Alors maintenant, je vais vous parler de la perversion. Qu'est-ce que c'est que la perversion? C'est un fonctionnement psychotique, hein. Donc c'est un trouble de la personnalité psychiatrique. C'est quelqu'un qui s'est mal développé et qui est resté à l'âge de la maturité d'un enfant de 1 an. À 1 an, qu'est-ce qui se passe? On est pervers, c'est-à-dire qu'on commence à comprendre qu'on a une identité qui nous est propre et qu'on peut détruire. Donc, vous savez, on prend les jouets, on les jette à terre et on regarde son père ou sa mère en rigolant. Voilà, c'est ça, vous voyez?
Exactement ça. Comme ce mode de fonctionnement ne fonctionne pas si on ne grandit pas, la personne a créé une fausse personnalité narcissique, c'est-à-dire elle s'est construite sur l'image qu'on attendait d'elle-même, mais sa vraie personnalité est restée bloquée à cet âge-là. Et elle va comprendre qu'en manipulant, comme le fait un enfant d'1 an, mais pour détruire, elle a une puissance, elle existe là-dedans. Donc, elle a développé une double intelligence, une intelligence, du coup, c'est une forme de clivage, une intelligence où socialement, elle a une image très parfaite et elle fait ce que les gens attendent d'elle-même, et elle va choisir une ou deux victimes avec lesquelles elle va décharger ses angoisses d'identité et sur lesquelles elle va décharger son dysfonctionnement. Le pervers, il va manipuler ses victimes pour les détruire, hein. C'est un objectif. La personnalité manipulatrice, elle manipule pour vampiriser, pour avoir ce qu'elle veut, puis quand vous lui donnez plus, elle vous jette. Le pervers, il vous manipule pour vous détruire, parce que dans la destruction, il se sent puissant, il se sent exister. Il ne se sent pas exister dans le narcissisme, puisqu'il est dans une image, une fausse identité, un énorme faux self. Il se sent exister avec ses victimes, parce que là, il est puissant, il les a sous son emprise et il les détruit. Donc je ne vais pas vous expliquer plus loin, parce que sur la perversion, vous trouverez beaucoup de choses sur Internet. Il y a des schémas qui se répètent, qu'on peut observer. Il y a vraiment un fonctionnement au niveau psychiatrique qui se voit et on peut décoder et diagnostiquer. Maintenant, il y a plein de degrés de perversion. On peut avoir un comportement pervers, c'est-à-dire que de temps en temps, on peut avoir envie de détruire l'autre pour des raisons qui nous sont diverses et variées, vengeance, besoin de se sentir un peu puissant, une blessure activée. Donc on peut avoir, nous, des comportements pervers. On peut vivre des comportements pervers de notre entourage, ça ne veut pas dire qu'ils le sont, qui sont diagnostiqués comme étant pervers, parce qu'aujourd'hui, on a tendance à dire que dès qu'on a un problème, l'autre il est pervers. C'est un défaut de langage. Et si on dit, enfin, si on ne sait pas diagnostiquer les problématiques, on ne va pas savoir les rectifier. Et si on dit qu'une personne est perverse et qu'elle n'est pas, on va rentrer dans une espèce de fantasme de persécution et on va se mettre dans un état de victime. Donc, le pervers, il y a des comportements pervers, il y a des situations perverses dans lesquelles les personnes, du coup, tournent dans perversion, par exemple, dans des milieux professionnels où on demande à des chefs d'entreprise ou enfin à des chefs de service de faire certaines choses qu'ils sont obligés de faire mais qu'ils ne veulent pas. Ou, il y a des situations perverses. On a connu le Covid, qui était une situation perverse. On demandait aux enfants de porter des masques. C'était pour eux une situation perverse. C'est pas parce que les parents ou les maîtresses ont demandé ça aux enfants qu'elles étaient une personnalité perverse. Mais on était dans une situation perverse qui était... le Covid est une bonne exemple pour voir comment on était manipulé par des entités, des parasites, hein, qui passaient par les chefs d'État. Et qu'on le savait qu'on était manipulé et que comment on a fait pour déjouer ça. Là, on était en plein dans le mois de juin, hein. Toute la période Covid, c'était un petit peu un entraînement à notre mois de juin, à notre énergie de juin. Est-ce qu'on s'est fait happer ou pas? Comment on a fait pour s'en sortir? Comment on a fait pour protéger nos enfants? Est-ce qu'on n'a pas pu? Est-ce que voilà. Là, on était vraiment dans un rite de passage collectif et mondial. Et puis après, on monte, et puis on peut vraiment avoir des personnalités perverses, hein, donc je vous en ai parlé. Alors, il y a quelque chose que je voulais vous parler qui s'appelle en psychologie la complicité circulaire. C'est quoi ça? Ça dit ça en fait, ça dit que quelqu'un ne peut avoir du pouvoir sur moi que si je lui donne ce pouvoir. En juin, on est vraiment là-dedans. À qui je donne du pouvoir, à moi ou à l'autre? Comment je monte en puissance, dans ma puissance de lumière? On s'entraîne là-dedans, c'est notre rite de passage, il est là-dedans. Alors, du coup, il y a 4 questions à se poser dans cette complicité circulaire. Pourquoi je lui donne du pouvoir? Alors, je vais vous poser les questions pour que vous compreniez qu'est-ce qui se passe dans ce jeu relationnel. Qu'est-ce que je fais? Première question. Qu'est-ce que je fais qui lui donne du pouvoir? Deuxième question. Qu'est-ce que je ne fais pas qui lui donne du pouvoir? Qu'est-ce que je dis? Troisième question.
qui lui donne du pouvoir sur moi, ou qu'est-ce que je ne dis pas qui lui donne du pouvoir sur moi. Vous voyez, là, on est dans le positionnement. Voilà, c'était un petit clin d'œil. Alors, je vais finir cet audio par vous parler de l'emprise. Ah oui, avant de vous parler d'emprise, je voulais vous parler des relations toxiques. Vous savez, de ce fameux triangle dramatique, on appelle la triangulation, le sauveteur, victime, persécuteur. Je suis sûre que beaucoup d'entre vous le connaissez, mais c'est vraiment dans cet espace-là qu'on peut le nommer. La relation toxique, c'est quoi? C'est une relation où tous les membres qui sont en relation sont pris dans un vortex, une triangulation qui va amener à un drame, à une destruction de tout le monde. Et c'est un vortex, on est embarqué là-dedans et on a l'impression qu'on ne peut pas s'en sortir. Et c'est des positionnements. Des positionnements, donc soit de victime, je suis victime de qui? Ben d'un persécuteur. Et qui dit persécuteur, et donc dit victime, et qui dit victime dit besoin d'un sauveteur. Donc il y a 3 postures, sauveteur, victime, persécuteur. Donc soit on est 2 dans la relation, on tourne à 2 et on va changer de positionnement. Par exemple, je me lève le matin, je suis un peu fatiguée, mon compagnon me demande brusquement quelque chose en lien avec un truc qui l'agace, et je me sens victime de son agressivité, et je vais lui rentrer dans le lard. Lui, il ne comprend pas parce que il n'a pas eu conscience d'être agressif pour moi, donc il se sent victime. Et il va me rentrer dans le lard. Donc là, on est victime-persécuteur, on change de place. Tout d'un coup, peut-être que je prends conscience que j'y suis allé un peu fort, que c'était pas sa faute, que c'est moi qui suis fatiguée, qui ai mal compris, et je vais vouloir sauver la situation. Du coup, je vais sauver la situation, lui, il est victime, je vais devenir sauveteur, et à un moment, il est rassuré, mais agacé, il va m'envoyer une petite pique, de nouveau persécuteur, et moi, je vais être victime, etc. Ça peut durer très longtemps, cette histoire-là. Le pire, c'est quand on tourne à 3, où il y a un enfant qui veut sauver la situation, ou une copine que j'appelle. Tu sais pas, je me suis encore disputée avec lui et je vais me positionner en victime. Et ma copine va dire, oh là là, ma pauvre, c'est sûr que tu n'as pas de la chance, c'est un gros persécuteur, etc. Bon, ça, c'est des exemples simples. Vous voyez que c'est souvent des choses qu'on fait régulièrement. Quand vous faites ça, vous pouvez juste constater que vous êtes dans un niveau de maturité relationnelle très bas, celui d'un enfant. Bon, bah, ça nous arrive tous, hein. On est humain, juste, c'est faux chemin. Sachez que si vous l'alimentez, ça va prendre de l'ampleur. Parasitage énergétique, on va faire grandir nos racines de liens toxiques. Hein. À un moment, ça va prendre et on va se faire choper, en fait. Donc, comment on fait pour s'en sortir? On sort de la dualité. On va dans notre Mars, on est l'écoute intérieure, on travaille nos points de vue différents pour sortir de la victime, sortir du persécuteur, sortir du sauveteur. Et on va avoir une discussion avec la personne avec qui on a un conflit de l'espace de notre centre quand on est prêt, toujours dans le but de restaurer l'amour entre nous, ce qui est juste entre nous, de se positionner et de faire monter en lumière tout le monde, de gagner en amour. C'est compliqué. Mais c'est notre challenge. Le triangle dramatique alimente que notre ego et nos blessures et nous justifie dans le fait qu'on souffre en fait. Et donc ça va amener de la souffrance, ça alimente la souffrance. Souvent il y a du parasitisme derrière, énergétique, qui alimente ça, qui alimente nos vortex. Donc il faut arriver à s'en sortir. Ensuite, on peut avoir des caractères en général. En fait, on les a tous. On a tous une caractéristique de base, plutôt en sauveteur, ou plutôt en victime, ou plutôt en persécuteur. Vous savez, les persécuteurs, c'est les gens qui vous rendent dans l'art, qui sont irritables, qui n'en ont rien à foutre, qui pensent que c'est que justice, comme ça. Ou alors qui vont toujours mal et qui font en sorte que tout le monde aille mal avec eux. Hein, c'est les râleurs, ceux qui voient la vie de manière pessimiste et qui critiquent et qui font en sorte que tout le monde aille mal avec eux, en fait, qui descendent tout le monde vers le bas. Le sauveteur, c'est celui qui veut toujours faire du bien à tout le monde.
c'est très toxique hein, d'être sauveteur. C'est très, 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 très toxique puisque ça demande toujours aux autres de se positionner dans la victime ou la persécution. Donc on est excessivement toxique quand on fait ça. On ne s'en rend pas compte. On a l'impression d'être quelqu'un de bien, qu'on veut du bien aux autres. Et la victime, bon, on se plaint toujours, hein. Et c'est légitime avec tout ce qu'on vit, tout ce qu'on nous fait, c'est bien normal, hein. Et puis on essaye de trouver un bon sauveteur pour nous écouter, qui va dans les parasites, hein, les échanges parasites, hein, le sauveteur, il a besoin qu'on reste toujours victime pour toujours nous sauver, parce qu'il existe là-dedans. Et nous, on a besoin d'être victime pour exister et être considéré. Voilà, donc nos postures, on appelle ça nos postures relationnelles. On les travaille, on les alimente pas, on en sort. Par exemple, quand on voit qu'on est un petit peu qu'on a une racine en sauveteur, on apprend quelque chose, c'est à laisser mourir les autres, à plus s'occuper, à plus vouloir aider. Ça, c'est très dur au démarrage. Et ça va nous refaire travailler notre blessure qui nous a mis en posture de sauveteur, une blessure de l'enfant souvent. Pour qu'ensuite on puisse être dans cette posture, c'est juste est-ce que tu as besoin d'aide? Oui, non. Si oui, je suis là. Sinon, bah, je te laisse te débrouiller. Ou des fois, on peut laisser les gens dans leur autonomie vivre leur galère parce que dans notre cœur, ça ne nous dit pas qu'on a envie de les aider. Voilà. C'est pas le moment pour nous, c'est pas notre posture. Voilà. On va apprendre en fait à donner, recevoir de manière juste pour nous, en fonction des besoins des autres, et on va savoir aussi ne pas aider ceux qui sont en souffrance parce que à ce moment-là, pour nous, c'est pas juste pour nous d'aider à ce moment-là. Quand on est en position de victime, on va apprendre à se responsabiliser. Donc tout d'un coup, ben là, on va bosser notre masculin pour plus être victime. Mais il va falloir qu'on cravache, hein, parce qu'on va avoir des réflexes de toujours se positionner en victime et de faire en sorte que ce sont les autres qui nous protègent. Non. À partir de maintenant, je vais me responsabiliser et je vais aller voir pourquoi je vis ça et me positionner et sortir de mon état de victime. Quand je suis persécuteur, et ça nous arrive à tous, hein, on le voit, on le sait, on le sent. Et notre travail, c'est de faire le choix de l'amour et du pardon. Je vais aimer l'autre que je déteste. Je vais aimer la situation que je vis qui m'emmerde, que j'ai envie de me plaindre. Je vais faire le choix de l'amour. Je vais lâcher la haine, la vengeance, le truc, la pourrie qui m'emmène vers le bas. C'est pas facile non plus. Je vais le travailler. Et petit à petit, en travaillant ces désaxages en fait de notre triangle, on va sortir du vortex et on va pouvoir réapprendre à se positionner autrement en fonction des situations. Voilà, ça pour moi c'est important de vous donner ce repère du triangle, on l'appelle le triangle dramatique ou le triangle de Kapman. C'est un psychanalyste qui l'a nommé. C'est très connu dans le monde aussi des entreprises, du management. Il est très connu en psychologie. On doit le décoder rapidement parce qu'il est très malsain et on ne l'alimente pas. Voilà, sinon c'est le drame qui arrive. Allez, je vais finir cet audio du coup pour vous parler de l'emprise. Allez, parce que ce conte nous parle de ça, hein, de l'emprise. Quand celui qui voulait pas briller, là, notre futur Luciole, s'est retrouvé dans le ventre du coyote, ça veut dire quoi? Ça veut dire que... Parce que si le coyote est un vampire, elle aurait été à côté, et il vampirise quand il l'appelle, il le happe ailleurs. Ça, c'est du vampirisme. Du parasitage, il l'aura amené quelque part, mais la petite bête, elle serait restée à l'extérieur du coyote. Mais là, il l'a mangé tout cru. Donc, à partir de là, on va parler là de l'emprise, hein. Alors, on peut parler de possession, peut-être aussi. Que l'autre, ça y est, il nous possède, hein. Donc, la possession, c'est quelque chose qu'on va parler au niveau énergétique et vibratoire, on va le voir. Mais sinon, le phénomène psychologique, ça va être le phénomène de l'emprise. L'emprise, c'est tout ce qui prend le pouvoir sur mon libre arbitre. Alors, ça peut être assez subtil, c'est-à-dire que je n'en ai pas forcément conscience. Mais c'est souvent très organisé. L'emprise, elle va se débrouiller pour nous dire subtilement, tu penses et tu décides comme je veux. C'est ça l'emprise. Tu vas penser et tu vas décider comme je veux. Donc ça peut être un peu inconscient de la part de la personne qui agit, qui met l'autre sous emprise, comme de la part de celui qui est sous emprise en fait. Donc on peut nous mettre quelqu'un sous emprise
comme nos enfants par exemple, ou nos compagnons, ou nos compagnes. Toute personne où il y a un rapport hiérarchique, on peut mettre quelqu'un sous emprise. Et on peut être nous sous emprise, et on peut ne pas s'en rendre compte. Quand je suis sous emprise, ça va finir par faire ça, c'est je ne fais plus les choses en fonction de moi, mais je fais les choses en anticipant les besoins de l'autre. Ouh là là là, si je fais ça, il va dire ça. Ouh là là, si je range les fourchettes comme ça dans la vaisselle et qu'il le voit, je vais me faire engueuler. Ouh là là, s'il m'entendait, il dirait ça. Je vous ferai punir. Donc ça veut dire que je suis sous emprise quand même la personne n'est pas là, je continue à faire comme s'il était là, car l'emprise est dans ma psyché en fait. Hein. Donc ça veut dire que je me suis suradaptée à l'autre. Et je continue à m'adapter à anticiper par suradaptation. Et ça va devenir un programme relationnel. Je vais me suradapter à l'autre et je l'anticipe constamment. Donc je vais aussi me mettre en positionnement de facilement être sous emprise parce que c'est comme si je disais à toutes les personnes qui avaient une capacité à avoir du pouvoir sur moi, t'inquiète, je sais me suradapter, tu peux y aller quoi. Ça va matcher entre nous, ça va bien fonctionner, une bonne compatibilité relationnelle, parce que moi ça va pour les emprises, je sais faire, je sais m'adapter, me suradapter et je vais faire tout ce que tu veux, donc entre nous ça va bien marcher quoi. Donc on peut tomber amoureux de quelqu'un qui nous met sous emprise et au début ne pas s'en rendre compte, voire même pendant des années ne pas s'en rendre compte parce que on a fonctionné comme ça depuis longtemps et on ne se rend pas compte qu'on fonctionne comme ça. Donc l'emprise me prive de mon identité finalement, de mon libre arbitre, mais je ne le vois pas forcément. Alors, il y a ce truc subtil, c'est que je crois que c'est moi qui prends mes décisions, mais si j'observe mes pensées, mes actes et mes gestes, je vois que je parle beaucoup de cette personne, donc je lui donne de l'énergie, mon énergie part. Par ma parole, je lui donne de la place, hein, à la place de moi. Je pense beaucoup à lui. Je commence à me demander ce qu'il dirait s'il était là. Et je commence à avoir des actions qui seraient des actions que lui ferait, ou elle. Hein. Donc je vais faire comme l'autre a besoin que ça soit. Hein. Je ne sais pas, moi j'ai quelqu'un de ma famille avec qui je vis qui ne supporte pas que les pantoufles traînent dans l'entrée. Il n'est pas là pendant 15 jours, mais je continue à bien ranger mes pantoufles parce que s'il était là, qu'est-ce qu'il dirait hein. Il faut ranger les pantoufles. Bon, c'est des petits exemples faciles hein, qui montrent on met souvent sous emprise l'autre. C'est pas grave. Dans les conflits relationnels, on écoute tout ça, on fait changer si ça devient une source de conflit, mais bien sûr qu'on va s'adapter aux petites névroses des uns des autres. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que la victime a un côté qui appelle l'emprise à elle, hein, et c'est son programme relationnel qui active l'emprise. Par exemple, vous pouvez être en relation avec une amie ou un compagnon ou une compagne, vous n'êtes pas tout à fait fan de mettre sous emprise les autres, mais la personne, en activant à vous votre côté un peu dictateur, va faire en sorte que vous la mettez sous emprise. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nos inconscients, ils s'organisent comme de la pâte à modeler pour que ça fonctionne bien entre nous. Donc, si quelqu'un a l'habitude de se suradapter à quelqu'un, de répondre à ses emprises, elle peut aussi vous demander, quelque part dans son inconscient, de s'adapter à elle et de lui donner des ordres. Et vous allez vous retrouver à être un bon persécuteur avec cette personne alors que vous ne comprenez pas. Et elle, donc, après, elle va se plaindre et elle va prendre sa place. Et il y a l'inverse aussi. La personne qui a l'habitude d'être sous emprise, elle attire à elle quelqu'un qui est plutôt toxique et qui va jouir de sa domination sur l'autre. Donc l'autre en profite quand je me donne en emprise à lui. Hein. Vous rappelez, je viens de vous parler de la complicité circulaire. Donc on est là-dedans. Une dernière chose qui peut me faire dire que je suis sous emprise, c'est j'ai peur de ses réactions. Je ne sais pas me positionner, il a du pouvoir sur moi, j'ai peur de lui. Derrière l'emprise, souvent on trouve la notion de codépendance. Hein. On a besoin l'un de l'autre pour vivre. Donc là, on est dans les relations en parasitisme.
Voilà ce que je voulais vous dire sur l'emprise. Il y a un truc un petit peu particulier avec l'emprise. On va parler du syndrome de Stockholm. J'imagine que vous connaissez. C'est ces personnes qui tombent systématiquement amoureuses, folles de personnes très toxiques. Voilà, on peut s'observer là-dedans, on peut le rencontrer dans notre entourage. Et il va falloir aller le travailler en thérapie parce que c'est une façon que la psyché se défend de la peur de mourir, en fait. Donc, il va convertir ça en amour. Il y a quelque part dans la victime, il y a quelque chose qui dit si je l'aime assez, il ne me tuera pas. Donc, après, il y a un programme d'amour qui se construit en lien avec des personnes toxiques. Voilà ce que je voulais vous dire sur l'emprise. Alors, on fait comment pour sortir de l'emprise? Déjà, il faut en prendre conscience, c'est pas simple. Ensuite, il faut vraiment pas rester seul, hein. Il y a des associations qui aident les personnes qui sont sous l'emprise, hein, ou manipulées, ou les personnes qui vivent des maltraitances. Donc, on peut parler de maltraitance et de violence psychologique, là, voire physique, hein. Il faut se faire aider parce que très souvent on doute. L'emprise, elle nous tient comme une marionnette dans notre psyché. On va la retrouver au niveau psychique, au niveau vibratoire, énergétique. Et derrière, il y a des parasites, hein. Donc, il faut se déparasiter au niveau énergétique. Il faut travailler ça si vous avez l'occasion de rencontrer des personnes qui vous aident à travailler au niveau vibratoire, parce qu'il faut déprogrammer dans votre espace vibratoire les programmes relationnels qui vous ont permis de vivre ça. Et puis, il va falloir déprogrammer l'emprise au niveau psychique, et c'est long, ça, il faut faire la thérapie. Du coup, on va passer par des périodes où on n'aura plus confiance en soi. On aura de la difficulté à comprendre si on perçoit bien, quand on fait confiance à l'autre, est-ce que c'est une confiance saine ou est-ce que l'autre nous met sous emprise, hein. Il y a cette première partie quand on est mis sous emprise, c'est que l'autre, il nous manipule, hein, il passe par nos failles et il nous dit ce qu'on veut entendre, hein. Donc, on l'a vu dans ce conte. Et donc, on va devenir un peu paranoïaque, c'est-à-dire dès que les gens sont sympas avec nous, on va se demander si on n'est pas tombé encore sur quelqu'un qui veut nous mettre sous emprise. Voilà. C'est un peu complexe, hein, ça prend du temps, il faut vraiment se faire suivre. On va rentrer dans des périodes de confusion, d'amalgame, d'impuissance. Et à un moment, il faudra oser le lien sain et se faire vraiment accompagner parce qu'on va avoir peur, on va se poser plein de questions. C'est un travail régulier à faire avec plein de confusion et donc de clarification à faire. Et donc, dans notre dynamique, là, en lien avec nos lunes, là, on peut beaucoup utiliser l'énergie de Mars pour clarifier notre pensée et sortir de notre pensée paranoïaque. Bon, il y a plein de choses à faire. On peut travailler sur nos programmes relationnels. Enfin, après, ça devient de la thérapie. Bon, donc, quand on a été sous emprise, vraiment faire la thérapie pour nous aider à sortir de ces schémas relationnels toxiques pour pouvoir sortir de ce ventre du coyote, hein. Le coyote, il nous a mangé jusque notre psyché, notre énergie, notre conscience, notre confiance. Et sortir de tout ça pour retrouver des schémas relationnels sains et repartir dans la confiance en soi, dans l'expérience de la vie saine et se faire accompagner. Voilà ce que je voulais vous dire en ce mois de juin en lien avec notre coyote. Alors, ce coyote, c'est un animal totem, c'est-à-dire c'est pas un problème dans la dynamique de la roue, c'est un maître, un enseignant qui vient nous, comme je vous l'ai dit dans un autre audio, nous faire voir nos failles. Toutes les parties de nous qui se sont fait manipuler, pervertir, mis sous emprise, sont là pour souligner nos schémas relationnels dysfonctionnels, nos positionnements relationnels dysfonctionnels et tout ce qui est en lien complètement en dehors d'un schéma relationnel sain, c'est-à-dire dans du donner-recevoir équilibré. Or, ce donner-recevoir équilibré nous fait aller vers l'amour. Et dans la relation humaine, ce qu'on essaye de faire progresser entre nous, c'est l'amour. Et donc, grâce à toutes nos expériences de manipulation, soit nous avons manipulé, soit on s'est fait manipuler, soit on a mis sous emprise, soit on s'est fait mettre sous emprise, soit
on a perverti quelque chose ou quelqu'un, soit on s'est fait pervertir. Dans toutes ces expériences, en fait, c'est comme un stabilo qui vient surligner en nous nos dysfonctionnements relationnels. Et en les guérissant, on passe notre cap de notre porte du sud pour aller un peu plus vers l'amour et on va basculer au mois de juillet vers celle qui aime toute chose. Enfin, ce passage-là étant terminé, nous allons pouvoir aimer. Nous allons pouvoir aimer, nous reconnecter à la voie de l'amour en nous, à un masculin sain, à des énergies saines en nous, une bonne énergie circulant dans notre corps, bien protégée, bien en lien avec ce qui se passe dans notre espace de l'esprit, dans notre espace de notre âme énergétique, dans notre corps, bien dans la conscience et le discernement. Nous avons gagné en conscience de l'amour, nous avons gagné en incarnation de l'amour dans notre corps, dans notre cœur, dans notre esprit, dans notre âme. Nous sommes plus protégés, nous avons plus conscience des dysfonctionnements relationnels, nous avons repris à apprendre à être en relation de manière saine. Nous sommes en lien avec notre équipe cosmique, nos guidances cosmiques, et nous allons donc pouvoir entrer enfin dans des relations d'amour. On verra ça en juillet, et juste avant d'aller vers juillet, il y aura un dernier audio sur l'épigénétique et l'ADN, parce qu'il va falloir réinformer notre corps par l'expérience jusque dans l'ADN pour que nous puissions réinformer nos réflexes, nos conditionnements, dans ce bon positionnement de vie et d'amour pour pouvoir l'incarner totalement. Donc à bientôt pour cette dernière audio de juin sur l'épigénétique et la réinformation de l'ADN. Merci de votre écoute.